Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 9 avril et voici les titres de l'actualité. Le 9 juin prochain, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs 80 députés au Parlement européen. Un scrutin à haut risque marqué par la montée de l'extrême droite. Pascal Perrineau, politologue, sera notre invité pour nous expliquer les enjeux et les tendances de ces prochaines élections. Monaco, terre de sport et de business, vous pourrez découvrir dans ce journal les effets des événements sportifs de premier plan sur l'économie de la principauté, comme par exemple en ce moment même le Rolex Monte Carlo Masters. Et en parlant d'économie, les marchés financiers sont en plein bouleversement à cause du contexte géopolitique mondial. Mais alors comment la place financière monégasque va-t-elle réagir? L'économiste Paul Jackson nous en dira plus. Ça a fait la une de l'actualité mondiale. Les États-Unis ont vécu hier une éclipse solaire totale, un événement qui a passionné les foules, comme nous l'expliquera notre correspondante permanente à New York, Alexandra Pani. L'achat en vrac lié au zéro déchet représente une tendance qui connaît un développement exponentiel. Nous nous sommes intéressés justement à ce nouveau mode de consommation. Mais nous débutons ce journal avec la visite à Monaco de la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH. Présente en principauté depuis 2 jours, Winnie Byanyima a été reçue ce matin au Palais Princier, comme vous pouvez le découvrir sur ces images. Ce sont le prince Albert II et la princesse Stéphanie qui ont tenu à l'accueillir. La directrice avait ensuite rendez-vous avec Fighteds Monaco pour visiter ses locaux et échanger avec l'organisation. Un séjour riche en rencontres puisqu'elle a déjà participé hier à une réunion de travail avec les membres du gouvernement. Plus de précisions dans ce reportage de Christine Datomel et de Thomas Deus. Une visite de travail qui avait pour objet les problématiques actuelles liées à la lutte contre le sida et la politique nationale et internationale de Monaco en la matière. Monaco is a long-standing and important partner of UNAIDS. We have had an agreement and worked with Monaco in our broad program, but also in some key countries like Burundi and South Africa, fighting HIV/AIDS. What we value very much about our relationship with Monaco is that Monaco is also innovative in Monaco on fighting HIV/AIDS. So we learn from Monaco. Lors de cette réunion, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud Amadei, a d'ailleurs confirmé le plein soutien de la principauté à la mise en œuvre de la stratégie de l'ONU-SIDA 2021-2026 intitulée « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida ». Nous collaborons avec l'ONU-SIDA dans le cadre d'un accord cadre que nous avons signé en 2007. Et puis aussi, nous avons mis en avant les différentes actions de la Direction de la coopération internationale à l'étranger, puisque vous le savez, la santé fait partie des domaines prioritaires d'intervention. Et dans la santé, il y a évidemment la lutte contre le VIH/SIDA. Donc nous intervenons auprès de nos différents pays partenaires d'intervention. Et s'agissant de la thématique lutte contre le VIH/SIDA, plus particulièrement dans les pays où le taux de prévalence est véritablement important, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et Madagascar. Et nous sommes intervenus également dans un autre pays qui est le Mozambique. Et si les différents partenariats constitués au fil des années ont largement été évoqués, Christophe Robineau a pour sa part pu décliner la politique nationale de lutte contre le sida qui s'articule autour de 3 axes interdépendants, prévention, dépistage et traitement. C'est une cause qu'il faut continuer à faire vivre tous les jours. On pourra vaincre un jour cette maladie, mais il faut continuer à en parler. Le virus circule toujours. Les traitements antiviraux permettent de contenir cette maladie, mais on n'a pas aujourd'hui de guérison réelle. Le traitement permet d'avoir des charges virales extrêmement faibles qui nous mettent à l'abri de la contamination, mais il ne faut pas oublier que le virus peut muter, que d'autres maladies peuvent se propager, notamment via les rapports sexuels, et donc il faut continuer d'en parler et mettre en garde les enfants comme les adultes des risques à avoir des conduites qui ne seraient pas des conduites sans risque.
En attendant, les résultats de cette politique de lutte contre le sida en principauté se matérialisent notamment par une maîtrise du taux d'incidence observé sur la population résidente et par l'engagement de tous les acteurs et secteurs impliqués dans cette juste cause. Et à propos de cette visite ô combien importante, vous pourrez retrouver demain dans ce journal un portrait croisé entre la princesse Stéphanie et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Hier soir, au Théâtre des Muses, le Monaco Press Club recevait le politologue Pascal Perrineau. Professeur émérite à Sciences Po, il est spécialiste de l'extrême droite et auteur de nombreux ouvrages dont Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République, sorti en mars dernier. Présent sur de nombreux plateaux télé, Pascal Perrineau a accepté de nous parler dans ce journal de la situation politique européenne juste avant les élections prévues dans 2 mois. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés sur Monaco Info alors que nous sommes à 2 mois des élections européennes en France. Alors, quelle est la tendance concrètement selon les sondages ? Écoutez, la tendance, c'est pour l'instant plutôt à une prise de distance des Français avec cette élection qui n'aura lieu que dans 2 mois. Tous les sondages, et on n'en parle pas assez, montrent que pour l'instant, c'est moins d'1 Français sur 2 qui a prévu d'aller voter pour ces élections européennes, d'où l'importance de la campagne qui va se dérouler dans les 2 mois qui viennent pour essayer d'attirer des Français quelque peu indifférents à l'enjeu européen vers les urnes. Ça, c'est la première tendance et au fond le premier défi pour les listes qui vont s'affronter. La deuxième tendance, c'est, sondage après sondage, depuis maintenant des semaines, l'affirmation de la pole position pour la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella. Le jeune responsable du Rassemblement national semble être largement en tête, aux environs de 30% des intentions de vote, et la liste de la majorité dirigée par Madame Valérie Hayé est pour l'instant aux alentours de 18 à 19%, c'est-à-dire sensiblement derrière, beaucoup plus que lors des dernières élections européennes de 2019 où ces 2 listes étaient véritablement roue dans roue. Et puis, en 3e position, il y a tout de même une liste issue de la gauche qui semble surclasser les autres, mais nettement derrière, vers les 11%, 12%. C'est la liste dirigée par Monsieur Raphaël Glucksmann et qui réunit son propre mouvement qui s'appelle Place Publique et des candidats et candidates socialistes. Le Rassemblement national, en tête donc des intentions de vote pour ces élections européennes, pourrait donc voir son nombre de sièges considérablement augmenter au Parlement européen. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait changer, Monsieur Perrineau ? Écoutez, vous aurez certainement, contrairement à l'Assemblée sortante, un Rassemblement national qui sera en position très importante. Est-ce que cela veut dire que le Rassemblement national sera en position de perturber profondément les équilibres du Parlement européen ? Je ne crois pas. Pour 2 raisons. D'abord, vous savez, toutes ces forces nationalistes qui, pour l'instant, se portent bien en France et ailleurs, ces forces, elles ont en général beaucoup de mal à s'unifier dans un seul groupe. Et puis, d'autre part, quand vous prenez, au fond, la majorité qui fait marcher l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, qui est la majorité, au fond, de la droite modérée, du centre, des libéraux de Renew Europe et des socialistes modérés, eh bien, je crois qu'ils sont aujourd'hui, bien sûr, majoritaires et que demain, ils le seront, même si leur majorité sera un peu fragilisée. C'est vrai que la montée de l'extrême droite s'observe un petit peu partout en Europe, en Italie, aux Pays-Bas. 2 partis d'extrême droite ont récemment remporté les élections. Même constat au Portugal avec une montée en flèche. Les raisons du succès de l'extrême droite sont-elles finalement les mêmes de partout ? Non, il y a des spécificités locales, mais il y a un terrain commun tout de même. Ce terrain commun, c'est la crise aujourd'hui de la démocratie et de la démocratie électorale dans beaucoup de pays d'Europe. Beaucoup de citoyens européens sont un peu lassés, ils attendaient plus des équipes de gauche comme de droite qui gouvernent leur pays. Et cette déception, elle va parfois vers l'abstention, mais assez souvent vers des forces qui apparaissent
apparaissent comme plus protestataires, qui parlent haut et fort, comme le Rassemblement national en France, l'AfD en Allemagne, Fratelli d'Italia en Italie. Donc ça, c'est un premier facteur, la crise politique. Et puis le deuxième élément, c'est la difficulté de beaucoup de pays européens à s'adapter au monde ouvert tel qu'il est, à la globalisation économique et financière, à la globalisation politique, bien sûr la construction de l'Union européenne, son éventuelle extension. Et une partie des Européens ne sont pas à l'aise avec cette ouverture et donc pratiquent ce qu'on peut appeler un réflexe identitaire qui, bien sûr, est plus en phase avec ces formations de la droite extrême qu'avec des formations davantage modérées ou davantage portées au compromis. Par rapport à la crise démocratique dont vous venez de parler, le Cevipof brosse un portrait d'une France méfiante avec 70% des Français qui ne font plus confiance à la politique. Faut-il changer de modèle démocratique selon vous ? La France, en effet, est parmi les pays qui sont le plus de mauvaise humeur. Alors, c'est peut-être une habitude en France, c'est une caractéristique presque nationale. Les Français savent très bien souvent ce avec quoi ils ne sont pas d'accord, ce qu'ils rejettent. Ils le sont moins quand il s'agit de définir ce qu'ils désirent précisément. Donc il y a là, oui, un malaise franco-français qui est particulièrement accentué et qui hésitera quelque part entre deux types de protestations. La protestation derrière le Rassemblement national, parce qu'au fond, dans les années récentes, c'est la seule famille politique qui n'a pas été essayée par les Français. Ils ont essayé la gauche avec M. François Hollande, la droite avec M. Sarkozy, et de gauche et de droite avec l'actuel président Macron. Et là, quelque part, le Rassemblement national apparaît comme quelque chose qui n'a pas été essayé. Donc la tentation d'aller vers cette protestation. Et puis il y a aussi l'autre protestation, qui est la protestation où tout simplement on se retire du jeu. Eh bien, merci infiniment à vous, Pascal Perrineau, de nous donner ce goût de la politique. Merci beaucoup. Merci. Ce matin, une conférence sur le thème de l'économie et du sport s'est tenue en Principauté. Source de croissance et d'emploi, le sport est plus que jamais un secteur porteur à Monaco. Christian Huot, rédacteur en chef du groupe Nice Matin, et ses invités sont ainsi revenus sur le rôle des différentes manifestations sportives monégasques. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Reconnue pour accueillir des manifestations sportives internationales de premier plan, la Principauté joue un rôle clé dans l'industrie du sport business. En pleine période de Rolex Monte Carlo Masters, l'ATP Tour, qui organise plus de 60 tournois dans 30 pays chaque saison, participe activement au rayonnement monégasque. Alors l'opportunité de croissance, elle est toujours contrainte ici à Monaco à cause du relief malheureusement et des infrastructures telles qu'elles sont. Néanmoins, la direction du tournoi se challenge chaque année pour essayer de trouver des nouvelles solutions pour offrir des conditions d'accueil qui sont meilleures aussi bien pour les joueurs, les participants, mais aussi pour les fans. Donc on voit des évolutions chaque année. Il y a des investissements lourds qui ont été faits cette année, notamment sous la tribune du Central, pour dégager des espaces qui permettent au public d'être protégé quand il pleut, ce qui sera peut-être pertinent aujourd'hui malheureusement. Et donc oui, il y a des gros efforts qui sont faits pour continuer à augmenter la capacité et améliorer la condition d'accueil. Le Sportel s'est imposé comme un événement majeur dédié au sport et aux médias. Entre célébrités, business, vendeurs et acheteurs de programmes sportifs, la manifestation offre un impact positif sur l'économie monégasque. On n'est pas sur un événement sportif, mais on accueille en fait toute l'industrie du sport business du monde entier. Et donc c'est un événement international qui regroupe l'ensemble des professionnels et décideurs qui sont impliqués sur les droits médias sportifs notamment. On le voit aussi avec les acteurs qui viennent sur notre marché, puisque les droits médias sportifs sont en constante évolution et avec des chiffres vraiment impressionnants sur le domaine mondial, en tout cas sur les événements sportifs. Et notamment cette année 2024 avec l'Euro de football et les Jeux Olympiques de Paris. Tournois, Grand Prix, rencontres sportives ou encore compétitions internationales, un haut niveau de performance de l'industrie du sport relève de nombreux défis chaque année en Principauté. On reste dans le domaine de l'économie avec l'ACI qui organise aujourd'hui sa conférence annuelle à l'Automobile Club de Monaco. L'occasion d'aborder les transformations géopolitiques mondiales et leurs effets sur la place financière monégasque. Pour nous en parler ce soir, nous recevons l'économiste qui anime la conférence, Paul Jackson. Bonsoir.
Bonsoir. La conférence à laquelle vous participez s'intitule « Géopolitique, incertitude et marché financier, le bon, la brute et le truand ». Un titre plutôt révélateur, dites-nous en plus. Oui, je crois que cette année, il y a beaucoup de problèmes géopolitiques, peut-être de problèmes potentiels. On a déjà eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a beaucoup impacté le prix de l'énergie. Et cette année, il y a les élections aux US qui peuvent provoquer des problèmes géopolitiques. Et en même temps, on a la situation en Israël, entre Israël et Hamas. Et toujours, ça a la possibilité d'augmenter le prix du baril. Et tous ces problèmes géopolitiques et les potentielles guerres de commerce entre les US et la Chine, je crois qu'il peut y avoir des impacts assez importants sur les économies et les marchés. Vous nous en avez également dit un mot. L'année 2024 sera marquée par d'importantes échéances électorales, notamment aux États-Unis ou encore en Europe avec la montée de l'extrême droite. Va-t-on là aussi assister obligatoirement à une modification de la géopolitique mondiale ? Je crois que s'il y a une réélection de Donald Trump aux US, ça peut nous amener beaucoup de changements géopolitiques. Par exemple, j'en suis persuadé qu'il va faire, encore une fois, il va faire sortir les US des accords sur le climat. Donc ça sera un changement assez important. Deuxièmement, tous les problèmes en termes de soutien pour l'Europe en termes militaires, surtout contre la Russie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très important. Les pays européens peut-être seront amenés à financer beaucoup plus leur propre défense au lieu de dépendre aux US, et probablement les guerres commerciales contre la Chine. Concrètement, la place financière monégasque peut-elle se retrouver en difficulté au milieu de tous ces bouleversements, ou au contraire, peut-elle tirer profit de ces changements ? Je crois que toutes les places financières peuvent se trouver en difficulté, mais heureusement, normalement, les problèmes géopolitiques, ils amènent de la volatilité, mais qui ne durent pas aussi long que ça. Donc, s'il y a des perturbations, je crois que ça sera pour le court terme, mais sur la long terme, et par ça, je veux dire sur 1-2 ans, normalement, c'est le cycle économique et les cycles de politique monétaire qui dominent. Donc les problèmes géopolitiques, oui, il peut y avoir des perturbations sur le court terme, mais pas sur la durée. Merci beaucoup à vous, Paul Jackson. Merci à vous. Elle a commencé au Mexique, a traversé les États-Unis et s'est terminée au Canada. Des millions d'habitants ont admiré ce lundi 8 avril une rare éclipse totale. Cet événement céleste a suscité l'émerveillement. On retrouve Alexandra Pani à New York pour nous parler justement de ce phénomène. Bonsoir. Bonsoir à vous. Elle était le sujet phare des conversations ces derniers jours ici, et cela peut se comprendre car il s'agit d'un événement assez rare. Ce lundi a eu lieu donc une éclipse solaire totale. Les États-Unis étaient le pays où l'on a le plus observé ce phénomène, dans une quinzaine d'États, du Texas jusqu'au Maine. Ici à New York, c'est un peu avant 15h30 que l'éclipse était à son maximum. En ville, elle était visible à 90%. Alors pour vous expliquer de manière simple, une éclipse, on l'a dit, est un fait rare et ne peut arriver que 7 fois par an. Mais encore faut-il que sa trajectoire soit observable depuis une zone peuplée. Cette fois-ci, il s'agit d'une éclipse solaire totale, phénomène encore plus unique. Pour mémoire, la dernière à avoir été observée en France remonte au 11 août 1999. Je suis sûre que ceux qui l'ont vécu s'en rappellent encore très bien. Il existe plusieurs types d'éclipses solaires et dans tous les cas, il s'agit d'un alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre, dans cet ordre. Ce lundi, l'éclipse a été totale, ce qui signifie que l'intégralité du disque solaire est masquée par la Lune et l'on peut ainsi voir la couronne solaire qui est la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil. Sur Terre, la température baisse de quelques degrés, le vent peut cesser et elle peut aussi avoir des impacts sur le comportement des animaux. Rappel important, on n'observe jamais une éclipse à l'œil nu ni avec des lunettes de soleil, car cela peut créer des dommages irréversibles à la rétine. Il faut donc se munir de lunettes spéciales de protection et bien vérifier qu'elles soient aux normes.
La prochaine éclipse totale en Europe aura lieu en août 2026 en Espagne et sera observable depuis la France à 90 voire 95% en fonction des villes. Peut-être pour vous l'occasion d'organiser un voyage. Eh bien, merci beaucoup à vous, Alexandra Pagny, de nous avoir fait partager cette éclipse solaire à vos côtés à New York. Vous l'avez peut-être remarqué dans votre supermarché, la vente en vrac séduit de plus en plus. Une tendance qui permet de lutter contre la surconsommation, mais aussi de réduire ses déchets. Coup d'œil sur cette pratique dans ce reportage d'Alban Gingembre et de Jean-Alexandre Dordet. Fini les rayons de supermarchés classiques. Depuis plusieurs années, on voit apparaître des distributeurs de produits en vrac, une démarche qui a ses avantages. Proposer au client une possibilité de prendre la juste quantité en fonction de son besoin, c'est-à-dire une personne seule, une personne âgée, une famille. C'est vraiment pour les personnes qui ont une consommation ponctuelle, qui savent exactement ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin et uniquement ce qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de stockage avec le vrac. L'objectif de consommer en vrac, c'est aussi de limiter ses déchets. Qui dit moins d'emballage dit moins d'étiquettes, mais pas d'inquiétude, les informations liées à vos produits ne sont pas perdues pour autant. On a la chance avec les outils qu'on a aujourd'hui d'avoir une traçabilité informatique. Donc le client, s'il a un doute quelconque, à quelle date ça a été ouvert, de quelle manière, la DLV, etc., etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. En termes de coût, pas de grande différence, pas d'excuse donc pour ne pas penser à la vente en vrac. On a pas mal de clients qui font effectivement le rapport, qui vont regarder en rayon, qui vont regarder au niveau du vrac. Pas toutes les références sont encore moins chères. C'est en train d'arriver dans ce sens-là, mais pas encore. Il y a une économie d'échelle et d'emballage, donc ça va être un petit peu réduit. Le tarif est juste cohérent, il n'est pas beaucoup, il n'est pas moins cher, il est juste. Il y a toutefois un aspect qui pourrait rebuter les plus hésitants. Effectivement, on ne va pas le toucher manuellement, mais il y a une crainte. Donc, suite au Covid, il y a eu une décélération de la fréquentation de ce type de rayon qui tend à se remodifier. Si vous êtes emballé par l'idée, sachez qu'il existe des boutiques de vente exclusivement en vrac qui s'étendent à tout type de produits. Une annonce à vous faire avant de refermer ce journal. Du 8 juillet au 9 août, des enfants et des adolescents pourront participer à des stages de cirque sous le prestigieux chapiteau de Fontvieille. Organisés par l'école de cirque Tous en Piste, ces stages promettent une expérience inoubliable pour tous les passionnés des arts du cirque. Les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site tousenpiste.com. Alors si vos enfants sont partants, n'hésitez pas à les inscrire rapidement. Après une journée bien morose en principauté avec de la grisaille et de la pluie, qu'en est-il pour vos prévisions météo de demain? La réponse aux côtés de Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pas de changement notable, même si le soleil pourrait faire quelques timides apparitions. Les températures iront de 11 à 16 degrés et nous fêterons les Fulbert. Allez, comme le veut la tradition, nous refermons ce journal en images. Ce soir, nos photographes Frédéric Nébinger et Stéphane Dana vous proposent de revivre la visite de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Elle qui a passé 2 jours en principauté, comme on vous l'a expliqué en ce début de journal. Les membres du gouvernement ont ainsi pu lui exposer la politique nationale et internationale de Monaco pour lutter contre le VIH. Voilà, c'est tout pour l'actualité du jour en principauté. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée sur notre antenne.